Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Présentation et débat du projet de loi de finances de l'exercice 2025 à l'Assemblée populaire nationale qui a repris ce matin ses travaux. Et puis cette lueur d'espoir pour les personnes atteintes d'insuffisance cardiaque avancée. L'équipe médicale de l'hôpital Mohamed Maouch à Mokran réalise pour la première fois l'implantation d'un cœur artificiel en Algérie, marquant ainsi un tournant majeur dans le traitement des pathologies cardiaques graves. Il sera question également du revirement diplomatique de la France sur la question du Sahara occidental qui continue de faire couler beaucoup d'encre dans les médias internationaux. Et puis il y a ces rapports de la presse mondiale et des études internationales qui révèlent un conflit en coulisses entre figures de pouvoir au Maroc et agences de sécurité autour de la succession au trône. Aux États-Unis, ce sont les dernières heures cruciales d'une incroyable campagne pour la Maison-Blanche. Kamala Harris et Donald Trump s'affrontent ce lundi dans d'ultimes meetings électoraux à la veille d'un vote aux enjeux critiques sur fond de guerre génocidaire à Gaza. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec l'actualité parlementaire au niveau de l'Assemblée populaire nationale qui a repris ce matin ses travaux en séance plénière consacrée à la présentation et au débat du projet de loi de finances de l'exercice 2025. Le débat général autour du PLF 2025 se poursuivra jusqu'à mercredi avant la clôture des plénières par les interventions des présidents des groupes parlementaires suivies de la réponse du ministre des Finances aux interrogations des députés. Avec nous, Amel Bouarba. Amel, bonjour. Le texte comprend de nombreuses mesures, notamment en termes d'encouragement de l'investissement, de soutien aux produits de base, de la concrétisation de l'équilibre régional et l'allègement de la charge fiscale pour les start-up. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur ce premier jour de débat ? Oui, bonjour Amina. Le ministre des Finances a donc exposé le projet de loi de finances 2025 ce matin ici à l'APN, élaboré sur la base d'un prix de référence de 60 $ le baril de pétrole et de 70 $ le prix de marché. Le projet de loi de finances 2025 comporte plusieurs points forts. Il maintient surtout le caractère social de l'État. Aucune nouvelle taxe n'est imposée aux citoyens, de quoi soutenir le pouvoir d'achat ainsi que le maintien des subventions des produits de large consommation. Ce PLF table aussi sur un taux de croissance de 4,5% et un budget de l'État de près de 16 milliards 700 dinars, soit une augmentation de 9,9% par rapport à 2024. 43% de ce budget est destiné au fonctionnement des administrations. Concernant le PLF 2025 reconduit également des mesures concernant la réduction de la fiscalité pour l'importation des viandes blanches et des viandes blanches et rouges. Il est question également dans ce texte de miser sur le renforcement de la stabilité économique avec plusieurs mesures incitatives à l'investissement et de nouvelles mesures pour le développement local et pour l'emploi. Merci à vous, Amel Bouarba, pour tous ces détails. Énergie, à présent, l'Algérie et 7 autres pays membres de l'OPEP+, ont décidé hier de prolonger jusqu'à fin décembre 2024 leur réduction volontaire supplémentaire de production. Ainsi, ces réductions volontaires de 2,2 millions de barils par jour seront prolongées d'un mois jusqu'à la fin du mois de décembre. En outre, les 8 pays ont réitéré leur engagement collectif au strict respect de la déclaration de coopération, y compris les ajustements volontaires supplémentaires de production. Santé à présent, dans le cadre des festivités de commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération, un pavillon de chirurgie infantile a été inauguré à l'établissement hospitalier mère-enfant de Tlemcen. Conçu selon les normes internationales, cet acquis assurera désormais une bonne prise en charge aux enfants. Raouf Hamouch. Avec ce nouveau département de la chirurgie pédiatrique flambant neuf situé à Tlemcen,
Le manque d'infrastructures sanitaires dont souffrait la wilaya se voit ainsi allégé. Conçu selon les normes internationales, il facilitera la tâche au staff médical qui pourra exercer dans de bonnes conditions et assurer une bonne prise en charge des enfants malades. Cette nouvelle structure sanitaire est dotée d'une capacité de 66 lits et de 6 blocs opératoires. Ce nouveau service permettra de réduire un tant soit peu la souffrance des enfants qui auparavant étaient évacués vers d'autres wilayas pour être soignés. Nous avons à notre disposition 6 blocs opératoires. 4 sont destinés pour les opérations chirurgicales dites complexes, comme les malformations urinaires chez l'enfant. Comme vous le voyez, nous disposons d'un matériel de haute technologie. Prochainement, nous traiterons également tout ce qui concerne les opérations chirurgicales de malformation de la colonne vertébrale. De grands efforts sont déployés par les pouvoirs publics pour fournir toutes les ressources nécessaires à l'amélioration des services de santé publique. Grâce à l'expertise médicale exclusivement algérienne, l'hôpital cardiologique de cardiologie Mohamed Maouch Amouqran à Alger a réussi sa première implantation d'un dispositif d'assistance cardiaque de haute précision. Cette intervention était la seule option pour sauver la vie du patient souffrant d'une insuffisance cardiaque sévère. Rosa Ernei et Majda Jahmoun. C'est la toute première fois que l'équipe médicale de l'hôpital Mohamed Maouch Amouqran réalise l'implantation d'un cœur artificiel en Algérie. Ultime recours face aux cas critiques d'insuffisance cardiaque, cette intervention marque un tournant majeur dans le traitement des pathologies cardiaques graves. Cette intervention est une sorte d'implantation d'un moteur qui aide le cœur en cas de fatigue et qui améliore la circulation sanguine, afin que cette personne puisse vivre un quotidien équilibré et normal. Ce moteur est relié à des batteries rechargeables. Le taux de réussite de cette intervention est de 95% pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque définitive. Cette technologie a prouvé son efficacité en permettant une circulation sanguine optimale des artères vers les organes, contribuant ainsi à la récupération progressive des fonctions cardiaques. Cette intervention peut se faire dans deux cas. Le premier, comme thérapeutique définitive, lorsque le patient n'est pas en mesure de subir une greffe cardiaque. Le deuxième cas intervient de manière provisoire lorsque le patient est dans l'attente d'un greffon. La réalisation de cette intervention hautement spécialisée ici en Algérie est une excellente nouvelle pour les patients. Ce dispositif d'assistance du ventricule gauche apporte une nouvelle chance aux personnes atteintes d'insuffisance cardiaque avancée. Dans le dossier sahraoui, alors que les rapports internationaux sur le scandale Pegasus se multiplient, les interrogations grandissent autour du changement de position de la France. Des observateurs y voient l'influence et la pression cachée liées à une opération d'espionnage controversée menée par une alliance entre l'entité sioniste et le Maroc. Sonia Gassi et Merim Damis. Le revirement diplomatique de la France sur la question du Sahara occidental continue de faire couler beaucoup d'encre dans les médias internationaux. Cette volte-face est décrite par certains observateurs comme une fuite en avant, voire un désengagement de la responsabilité historique. Selon certaines sources, le président aurait été influencé par des informations sensibles que le Maroc aurait obtenues via le logiciel espion Pegasus, ayant ciblé son propre téléphone. Cette affaire qui a secoué l'Elysée soulève de vives réactions dans l'opinion publique. Des députés français ont d'ailleurs exprimé leur soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, accusant Macron de trahir un engagement historique. Pendant ce temps, au Parlement européen, des représentants sahraouis réclament le respect du droit international et des arrêts de la Cour de justice européenne. Nous condamnons fermement l'atteinte flagrante portée par le président français à la décision concernant la question sahraoui ainsi qu'à la légitimité internationale. Nous dénonçons avec force la position du président français. Cette dernière décision de la Cour européenne a réaffirmé le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et a confirmé son droit exclusif sur les ressources naturelles. Ainsi, cette décision vient renforcer la lutte du peuple sahraoui pour sa liberté.
Au Maroc, entre crise sociale et trafic de drogue, les conflits continuent de secouer le Marzen. Le roi Mohamed VI, absent de plus en plus, a laissé la porte ouverte à l'entité sioniste pour pénétrer les rouages du Marzen. Walid Youssouf. Le Maroc vacille sous le poids de crises multiples. L'autorité du roi à la tête du Marzen n'est plus que jamais fragilisée. Pendant ce temps, le royaume est devenu un terrain propice pour des fonds douteux et des réseaux criminels que le Marzen utilise à des fins expansionnistes avec des agendas cachés alimentés par les réseaux de drogue et servant des intérêts sionistes. Avec l'absence croissante de Mohamed VI, les rapports de la presse mondiale et des études internationales révèlent un conflit en coulisses entre figures de pouvoir et agences de sécurité autour de la succession au trône. Chaque fois que le Maroc est pointé du doigt comme un acteur international dans le commerce de drogue et blanchiment d'argent, les autorités sécuritaires et judiciaires marocaines lancent des campagnes d'arrestation superficielles pour dissimuler les vrais coupables au sein du palais. Le journal espagnol El Independiente révèle plusieurs dossiers criminels concernant Fouad Ali El Himma, conseiller du roi. Des dossiers comprenant une corruption profonde et des relations douteuses avec des réseaux internationaux. Ces affaires impliquent aussi les services de sécurité et de hauts responsables au sein du Marzen, tout en faisant appel à des agents de l'entité sioniste pour fournir leur expertise aux autorités marocaines, couvrant le vaste réseau de drogue qui gangrène le pays. Un Palestinien a été tué, d'autres ont été blessés dans un raid de l'aviation sioniste dans le camp de El Nasirat, au centre de la bande de Gaza. Par ailleurs, un groupe de colons a incendié ce matin plusieurs véhicules appartenant à des Palestiniens après avoir attaqué une zone industrielle dans le centre de la bande dans le centre de la Cisjordanie occupée, alors que les forces d'occupation sionistes ont arrêté dans la nuit au moins 12 Palestiniens, dont un enfant et d'anciens prisonniers dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée. Sabrina Kchoud. 394 jours d'agression sur Gaza et l'extermination des Palestiniens se poursuit. Les autorités palestiniennes de la santé ont fait état d'un bilan de plus de 43 340 martyrs et 102 100 blessés. 30 personnes ont été tuées hier dans des bombardements sionistes sur le nord de la bande de Gaza. Au moins 17 morts sont à déplorer dans les zones résidentielles de Beit Lahia. La frappe la plus meurtrière a fait 6 morts, dont des femmes et des enfants. À Jabalia, un missile de l'occupant sioniste a visé une maison familiale, faisant 4 morts et 3 blessés. Par ailleurs, 13 Palestiniens ont été tués dans le sud de Gaza au cours de plusieurs frappes sionistes. L'une d'elles faisant 9 morts, dont 4 enfants, à l'est de Khan Younes. Le nord de la bande de Gaza subit un siège particulièrement agressif depuis le début du mois d'octobre. La défense civile gazaouie estime que 100 000 habitants du nord sont actuellement sans nourriture, sans eau et sans médicaments. Mohamed Salha, directeur de l'hôpital Al-Aouda à Nusayrat, décrit une situation horrible dans le nord. Il a raconté que son établissement ne compte qu'un chirurgien, le seul dans le nord du territoire, alors que plus de 70% des victimes admises à l'hôpital ont besoin d'une intervention chirurgicale. Dans ce contexte catastrophique, l'entité met en application ses menaces de démantèlement de l'UNRWA, mettant ainsi en grand danger les structures humanitaires de l'ensemble de la région. Un coup de semonce supplémentaire dans la marche du génocide. Au Liban, un commando naval sioniste a enlevé un Libanais dans une localité au nord de Beyrouth. Une enquête est en cours sur les circonstances de l'enlèvement. Le Premier ministre libanais, Najib Mikati, a demandé au ministère des Affaires étrangères de déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. Par ailleurs, le Hezbollah libanais a annoncé avoir lancé ce matin une grande salle de roquettes sur la ville de Safed, alors que l'armée sioniste a annoncé avoir tué un commandant local du Hezbollah dans le sud du Liban, Abou Ali Rida. La BBC, pointée du doigt par plus de 230 personnalités de l'industrie des médias, dont 101 de ses employés, l'accusant de favoriser l'entité sioniste dans ses couvertures de l'agression contre Gaza et le Liban. Le quotidien britannique The Independent, seul média à avoir eu accès à la lettre adressée au directeur général de la BBC, a révélé que les signataires de la lettre ont reproché à la BBC de ne pas avoir appliqué ses propres normes éditoriales en manquant aux règles élémentaires du journalisme basé sur l'équité et l'impartialité.
En Espagne, les habitants de la région de Valence, dévastés en début de semaine par des inondations meurtrières, ont été appelés hier à rentrer chez eux en raison d'un danger de nouvelles précipitations intenses dans la soirée, plutôt dans la journée. Les habitants de Paiporta, où l'on recense déjà plus de 70 morts, ont laissé éclater leur colère hier contre les autorités lors d'une visite du roi Philippe VI, marqué par des huées et des jets de boue, estimant que ce déplacement est trop tardif. Le roi d'Espagne a appelé à donner de l'espoir aux habitants et leur garantir la présence de l'État. Élection présidentielle aux États-Unis. Jamais l'issue d'un duel présidentiel n'avait été aussi imprévisible entre deux candidats que tout oppose. Donald Trump a promis un raz-de-marée de suffrages en sa faveur, alors que Kamala Harris a assuré que l'élan est de son côté. La démocrate a promis de tout faire pour arrêter la guerre à Gaza. Voyez cette correspondance de Laetitia Setraoui. Ici en Floride, de plus en plus de personnes préfèrent le vote anticipé. Les responsables encouragent les électeurs à profiter des heures de vote prolongées. Ici, dans le comté de Palm Beach, environ 65% des électeurs inscrits ont déjà voté. So far, we have had about 542,000. Jusqu'à présent, environ 542 437 électeurs ont voté, que ce soit par vote anticipé ou par vote par correspondance, ce qui représente 60,54%. La répartition indique que 222 176 bulletins de vote par correspondance ont été retournés et comptés jusqu'à présent, tandis que le vote anticipé a enregistré 320 261 votes. 261. Le bureau du superviseur des élections du comté de Palm Beach. Ce bureau s'efforce de garantir un vote fluide et efficace et surtout transparent en invitant le public à observer le processus. Les activités de dépouillement comprennent l'ouverture des bulletins, le tabulage des bulletins et la duplication des bulletins, ce que nous faisons ici. Un membre du bureau de dépouillement doit être présent pour superviser le processus et c'est toujours ouvert au public. Nous publions des annonces pour informer le public des moments où nous allons réaliser cela, afin qu'il sache quand venir observer. Différentes mesures sont mises en place à travers Floride pour assurer une forte participation électorale. Les activités du Forum panafricain de la jeunesse se poursuivent à Oran. En marge de l'événement, une excursion touristique a été organisée pour faire découvrir aux invités la beauté de notre pays. Les participants ont pu découvrir El Behia dans toute sa splendeur. Notre envoyé spécial à Oran, Yassine Hamdi. Après avoir savouré la cuisine oranaise, les participants au Forum panafricain de la jeunesse ont fait une virée dans la capitale de l'Ouest et sont restés sans voix devant la beauté des paysages d'Oran qui regorgent de potentialités touristiques. C'est une ville hallucinante. J'ai apprécié chaque moment ici. Le paysage est vraiment magnifique. J'ai adoré. Consciente de l'importance de protéger son patrimoine culturel et historique, la jeunesse africaine veille à promouvoir, mais aussi à protéger son héritage. I think the best way for us to protect ourselves as a continent is to come together, such as Je pense que le meilleur moyen de protéger notre continent est de nous unir. Les plateformes telles que ce forum sont un excellent moyen d'échange et d'expression. L'identité africaine est une priorité et nous devons réaliser que l'unité est une force. in the way of that or break that apart. J'ai déjà fait la ville de Oran 2 fois et c'est la première fois que je le fais dans la nuit comme ça. Oran, dans la nuit, c'est beau. Ils s'occupent très bien de nous. I think we need to collaborate as nations of Africa and also. Je pense que nous devons collaborer afin de promouvoir notre culture en termes de langage, vêtements et traditions culinaires. Ça jouera un grand rôle dans la promotion et la protection de la culture africaine. For continent in that manner. L'organisation de ce forum est une aubaine pour la jeunesse africaine venue en force à Oran afin de renforcer l'échange d'expériences interafricains. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.